Un délinquant sexuel fait le buzz après avoir été surpris en train de renifler une femme. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il fasse ça. Genre, c'est quoi ce bordel? Mais les autorités disent que des années après cet incident, il recommence. Voici Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elizabeth Milner. Nous sommes en Californie pour cette affaire et le suspect dans ces crimes a maintenant été surnommé le renifleur de fesses. Un homme qui a été arrêté 2 fois en 2 mois pour, vous l'aurez deviné, avoir reniflé les fesses de femmes. Quelque chose qu'il aurait fait à plusieurs reprises depuis 2021. En août 2023, la créatrice TikTok Michaela Witter est devenue virale après avoir publié cette vidéo. 20e jour des 100 jours de facilitation. Aujourd'hui, visite chez Barnes & Noble et Starbucks, mais j'ai été suivie et harcelée sans cesse. J'arrive chez Barnes & Noble avec mon Starbucks, impatiente de voir les livres, mais c'est là que tout a commencé. Je suis restée là un moment et j'ai vu qu'un homme me regardait par ce petit trou. Je ne savais pas si j'étais paranoïaque ou s'il lisait juste un livre, et s'il était là par hasard dans ce coin. J'avais l'impression qu'il me suivait partout, alors j'ai enregistré au cas où il tenterait quelque chose. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il fasse ça. Genre, c'est quoi ce bordel? Et tout le temps, je me disais que ça allait parce qu'il ne m'avait rien dit, ni touché, ni rien. Mais ensuite, tu remarques qu'il va faire exactement la même chose à cette fille. Et il va s'accroupir, faire semblant de faire quelque chose, puis sentir, je ne sais pas. Je me demandais sans cesse pourquoi il restait près de moi. Voilà comment s'est déroulée notre interaction. Qu'est-ce que tu fais? Et j'ai été tellement effrayée quand je me suis retournée et que je l'ai vu littéralement sous moi, tellement proche de moi. Alors j'ai décidé d'en parler à la réception. Il y a un type vraiment flippant. Il a des perles rouges et fait semblant de lasser ses chaussures. Je crois qu'il est en train de... Où est-ce qu'il se trouve? Peut-être par là? Oh, il s'en va. Nous allons prévenir le responsable. Merci. Ensuite, je lave ma voiture rapidement pour éviter de le croiser. Donc je pars maintenant. Mais je viens de revoir la vidéo parce que j'essayais de comprendre ce qu'il faisait aussi près de moi et ça m'a fait flipper. Je suis tellement dégoûtée et je me sens vraiment violée, même s'il ne m'a pas touchée, mais ça me donne juste une sensation vraiment sale et bizarre. Ensuite, je suis allée à l'avant en parler à la dame pour éviter qu'il ne le fasse à d'autres. Et puis, pendant que je lui racontais, il partait. Et donc, tout ce qu'elle a dit qu'elle pouvait faire, c'était d'en parler au responsable. J'ai attendu pour éviter de le croiser, mais je n'arrivais pas à me concentrer, j'avais juste envie de lire. Mais ensuite, mon anxiété était vraiment forte, et puis je me sentais vraiment dégoûtée. Alors je suis partie dès que j'ai pu. L'homme accroupi derrière elle était Callis Crowder, 38 ans. Michaela a confié à American Broadcasting Company 7 Eyewitness News qu'après avoir publié la vidéo, d'autres femmes ont signalé des expériences similaires avec le même homme. Elle a dit aux médias « Je suis contente de l'avoir filmé, parce que maintenant, tellement de personnes sont venues me dire qu'elles reconnaissent cet homme, que la même chose leur est arrivée. Son nom et visage sont connus, les gens peuvent donc rester vigilants. » Michaela a publié son TikTok le 8 août 2023. Quelques jours plus tard, la police de Glendale, Californie, a arrêté un homme soupçonné d'espionnage autour d'une maison. Elle a indiqué que Crowder aurait espionné la maison d'une famille de Glendale lors du dernier incident. La famille et les enfants étaient présents lors de l'incident. La police de Glendale est rapidement intervenue et les détectives ont poursuivi l'enquête cette semaine. Environ une semaine après avoir soi-disant reniflé derrière Michaela, Callis Crowder a été accusé de rôder avec intention criminelle. Il a été libéré sous caution de $10 000. L'épouse de Robert Horry a ensuite déclaré sur Twitter que leur famille avait aussi rencontré Callis Crowder. Dans un tweet, Candace Horry a répondu à la vidéo de Michaela « C'est tellement bouleversant. Cet homme a traqué ma fille adolescente il y a plus de 10 ans. Après la prison, il a recommencé. Merci d'avoir transmis le message de son retour. Il doit être définitivement enfermé. Cela ne se produirait pas non plus lors des incidents de 2023. La police n'a pas contesté les incidents de voyeurisme et de rôderie. Il a donc été condamné à 60 jours de prison. Ensuite, il a été libéré, mais il a recommencé cette année. Le 22 juillet, des agents sont intervenus dans un magasin Nordstrom Rack à Burbank, Californie, après des signalements sur un individu harcelant sexuellement une cliente dans le rayon femmes. À l'arrivée des agents, Callis avait quitté le magasin mais a été retrouvé dans un Walmart voisin et placé en garde à vue, puis relâché. Les agents l'ont de nouveau arrêté le 20 août pour les mêmes faits, cette fois dans un Walgreens.
En raison de ses récidives et de son statut de délinquant sexuel enregistré, Callis a été détenu sans possibilité de caution. En septembre, Callis a écopé de 135 jours de prison à Los Angeles pour avoir violé sa liberté conditionnelle, ce qui pourrait lui permettre de sortir juste après le Nouvel An. Je suis maintenant rejointe par l'ancienne procureure fédérale Nima Romani. Merci beaucoup, Nima. Cette affaire est troublante à bien des égards et pour de nombreuses raisons. Nous avons 2 incidents distincts, l'un le 22 juillet, l'autre le 20 août de cette année. Mais ce n'est pas très éloigné l'un de l'autre. Quelle est votre réaction face à ces allégations? Je pensais avoir tout entendu et tout vu, mais maintenant nous avons un renifleur de fesses en série. C'est vraiment troublant, aucun doute. Vous savez, d'après mon expérience, quand on parle de crimes sexuels, il n'y a généralement pas qu'une seule victime. Quand des personnes ont ces fantasmes sexuels déviants, elles vont souvent faire plusieurs victimes. Donc je ne suis pas surpris de voir ce schéma de comportement se répéter. Et je me souviens qu'il y a seulement quelques années, une vidéo est devenue virale montrant ce même suspect accroupi près des fesses d'une femme, en train de prétendument les renifler dans un Barnes & Noble à Burbank. Quelle était votre réaction face à ces méthodes et infractions présumées répétées? C'est un problème. Je vis et travaille à Los Angeles. Et vous savez, il y a une perception selon laquelle certains de ces crimes ne sont pas pris au sérieux ou que les personnes qui sont des criminels, il y a une porte tournante et ils se retrouvent dans la rue. Évidemment, c'est inquiétant. Ce n'est certes pas un meurtre ou un viol sous la menace d'un couteau, mais cela reste un problème quand vous avez, vous savez, des femmes en Californie et à Los Angeles qui sont victimes et qu'il y a des personnes qui sont des délinquants sexuels condamnés. Écoutez, imaginez simplement être dans un Barnes & Noble, vous savez, en train de feuilleter des livres, et quelqu'un viole ainsi votre espace personnel et votre indépendance. C'est un problème. Donc vous savez, j'espère que c'est quelqu'un qui, vous savez, recevra l'aide dont il a besoin, probablement en prison d'État. Mais cela doit vraiment cesser. On ne peut pas avoir de criminel en série, quel qu'il soit, surtout un renifleur de fesses. Et je suis aussi surprise que ces incidents se produisent de façon aussi effrontée en public, surtout dans des magasins. Et en ce qui concerne les obligations légales, quels devoirs les magasins de détail ont-ils lorsqu'il s'agit d'observer un comportement suspect ou un comportement sexuellement inapproprié envers les clients? C'est difficile quand on est un commerce de détail, parce qu'évidemment, on n'est pas les forces de l'ordre, et souvent ils sont eux-mêmes victimes de vols à l'étalage. Encore une fois, c'est un gros problème. Quand on parle de la loi dans ce cas, c'est intéressant parce que ce n'est évidemment pas un cas typique. Il y a donc eu un cas, par exemple, où les charges ont été abandonnées. Apparemment parce que la victime ne voulait pas les poursuivre. Cela se produit dans les affaires de crimes sexuels, où la victime explique honnêtement à la police ou aux enquêteurs qu'elle ne peut pas revivre cela et témoigner lors d'un procès public. Donc les affaires sont classées sur cette base. Quand on parle de la loi des indecisions, évidemment, cela ne relève pas des affaires typiques d'agression sexuelle. Il n'y a pas eu de contact, n'est-ce pas? Pour une agression, il faut normalement qu'on touche, par exemple, un sein ou les fesses, non? Ou une affaire d'exhibitionnisme où c'est l'auteur qui s'exhibe, généralement un homme. Ce n'est pas le cas ici. Il existe aussi d'autres motifs d'inculpation évidents. Harcèlement, vagabondage, intrusion, etc. Mais encore une fois, comme il n'y a pas de contact physique ni d'exhibition, cela ne relève pas des infractions traditionnelles comme l'exhibitionnisme, l'agression sexuelle ou les voies de fait. Et quels sont les facteurs qui déterminent si ce type d'acte est considéré comme une infraction mineure ou une infraction plus grave? Oui, cela peut être un délit mineur ou un crime, appelé wobbler en Californie. En général, une première infraction non grave est vue comme un délit mineur. C'est passible de jusqu'à 6 mois de prison s'il s'agit d'une affaire d'exhibition indécente. C'est la deuxième infraction poursuivie comme crime avec une peine potentielle de 3 ans. Il s'agit d'exhibition indécente. Regardez, voici une personne inscrite au registre des délinquants sexuels et en liberté conditionnelle pour viol. D'autres crimes, n'en est-ce pas? Cambriolage et autres délits. Donc c'est quelqu'un qui va recevoir des peines aggravées. Il ne sera pas inculpé pour un délit mineur. Il risque une violation de sa liberté conditionnelle, une violation de ses obligations d'inscription. Et bien sûr, le nouveau crime poursuivi comme grave vu son long casier judiciaire. Et pour revenir à tout l'aspect sans contact de cette affaire, il n'y a vraiment eu aucun contact, n'est-ce pas? Mais c'est quand même très sexualisé d'une certaine manière aussi.
Quels défis les procureurs rencontrent-ils lorsqu'il s'agit de prouver l'intention dans une affaire comme celle-ci, où la défense peut facilement dire « Oh, il était juste au même endroit au même moment. Il ne faisait rien de sexuellement provoquant ou quoi que ce soit de ce genre. » À quel point est-il difficile pour les procureurs d'avoir une telle affaire? Eh bien, cela peut être difficile parce qu'encore une fois, il y a cette lacune dans la loi, n'est-ce pas? La loi ne considère généralement pas la possibilité que quelqu'un soit sexuellement excité sans qu'il y ait un contact physique ou sans se dénuder, n'est-ce pas? Mais il y a aussi la situation où, du point de vue de la défense, ils peuvent avancer tous les arguments qu'ils veulent. C'est là que ces précédents interviennent. Ce sont les actes répréhensibles antérieurs, non? En général, ils ne sont pas pris en compte, sauf pour démontrer un mobile, un modus operandi ou une absence d'erreur. Si la défense dit c'est juste une question de mauvais endroit, mauvais moment, vous vous penchez simplement pour ramasser un livre. Pourtant, l'accusation présenterait ce comportement passé, affirmant que cela fait partie de votre schéma et habitude d'agresser sexuellement ces femmes pour votre excitation. Donc je pense qu'un juge autoriserait ce comportement sexuel antérieur à être pris en compte. Et il existe en fait une loi statutaire en Californie qui, normalement, vous savez, n'autorise pas l'introduction des antécédents. Mais surtout dans les affaires de crimes sexuels, si quelqu'un a des antécédents de violence sexuelle ou d'inconduite sexuelle, cela est pris en compte pour montrer que l'affaire la plus récente pour laquelle il est poursuivi est conforme à ses actes antérieurs. Et nous savons qu'un des incidents présumés a été filmé par une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Celui-ci remonte à plusieurs années, avant que les incidents de 2025 ne se produisent. Celui-ci date de 2023. Mais en ce qui concerne les preuves vidéo, et surtout lorsqu'une vidéo devient virale sur les réseaux sociaux, est-ce que cela a une valeur juridique? Et comment ce genre de preuve est-il évalué au tribunal? Je sais qu'on l'utilise comme preuve et pour ce genre de choses, mais est-ce que c'est toujours recevable, surtout dans un cas comme celui-ci? J'adore les preuves vidéo, et elles sont généralement recevables s'il y a un témoin qui peut établir leur authenticité. J'aime la vidéo car elle apporte beaucoup, n'est-ce pas? Vous savez, les gens peuvent mentir. Les prévenus mentent tout le temps, mais même les victimes, je ne dis pas qu'elles mentent, mais peut-être qu'elles ne se souviennent pas des choses avec une précision de 100%. Mais la vidéo est toujours la meilleure preuve, à mon avis, à condition qu'elle soit claire et qu'elle capture l'incident. Et de nos jours, vraiment, la vidéo a changé la donne. Je veux dire, ça peut être quelque chose comme, vous savez, évidemment un type d'affaire très différent. Mais l'affaire George Floyd aurait pu être très différente si elle n'avait pas été filmée. Je me souviens que quand j'étais enfant, vous savez, on a filmé Rodney King. Je veux dire, c'était tellement rare de voir ce genre de cas de bavure policière filmé. Aujourd'hui, entre les caméras de téléphone, la vidéosurveillance, les sonnettes connectées et même celles de ma voiture, je veux dire, la vidéo a vraiment changé la donne en ce qui concerne la façon dont ces affaires sont poursuivies. Donc j'adore absolument les preuves vidéo. Oui, et je peux tout à fait comprendre ça aussi. Je veux dire, surtout quand on regarde les vidéos de caméra corporelle, qu'on les analyse, qu'on lit le rapport de police, puis qu'on regarde la caméra corporelle, cela apporte bien plus de nuances à ce qui était autrefois en noir et blanc. Et dans quelle mesure son historique d'incidents similaires influence-t-il les décisions concernant la caution ou une éventuelle détention provisoire? Sans aucun doute. Donc, quand on examine la question de la caution, il s'agit de savoir si la personne représente un risque de fuite ou un danger pour la communauté. Quelqu'un qui continue de commettre des actes criminels dès qu'il est libéré, même lorsqu'il est en liberté conditionnelle, n'est-ce pas? La liberté conditionnelle est bien une seconde chance, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas forcé d'accepter la liberté conditionnelle. La commission des libérations conditionnelles propose simplement une nouvelle chance de réintégrer la société et de tenter une vie différente. Et si quelqu'un, dès sa libération ou peu de temps après, commet à nouveau des crimes, en fait le même crime. En tant que juge, je me dis que cette personne représente un danger pour la communauté. Vous savez, c'est un danger pour les femmes qui font simplement leurs courses. Les autres, ça ne pas? Je veux dire, imaginez ce que ces pauvres victimes endurent. Donc je pense absolument. Ce passé criminel, le fait que quelqu'un soit en liberté conditionnelle, commette des crimes et soit incapable de se conformer à la loi, me ferait penser, en tant que juge, que cette personne ne mérite vraiment pas d'être libérée sous caution. Et pensez-vous qu'il avait déjà eu des secondes chances par le passé? Le fait que les incidents n'impliquent pas de contact ne signifie pas qu'ils sont simplement qualifiés d'incidents sans contact. Comme ce n'était que du reniflement, pas aussi grave qu'une agression sexuelle, un viol ou un meurtre. Allez juste, vous savez, jusqu'à ce point extrême. Mais pensez-vous que c'est pour cette raison qu'il a continué à avoir ces secondes chances qui lui ont permis d'être libre et de continuer à faire cela?
Oui, je pense que c'est dans sa nature, car il n'y avait ni contact, ni pleutage, ni exhibition. Encore une fois, je ne dis pas que c'est justifié d'une quelconque manière. Je pense que probablement les procureurs précédents, les juges, les avocats de la défense qui ont traité ces affaires se sont dit eh bien, ce n'est pas aussi grave que d'autres comportements sexuels inappropriés. Et bien sûr, écoutez, nous savons qu'il y a certains procureurs qui peuvent être indulgents dans ce genre d'affaires. Évidemment, il y a de la surpopulation dans les prisons de comté et les prisons d'État. Donc il y a vraiment cette porte tournante, malheureusement, quand il s'agit de criminels récidivistes. Et c'est ce que nous voyons ici. C'est malheureux, je ne connais pas la réponse, c'est plutôt une question de politique publique. J'espère encore que cet individu sera écarté de la société et recevra l'aide nécessaire, sinon il mourra en prison s'il ne cesse pas ses actes. Oui, ou pire encore, quelqu'un d'autre finit par être blessé parce qu'il continue simplement d'aggraver son comportement. D'abord, c'est, vous savez, renifler les fesses. Ensuite, ça pourrait être quelque chose de pire plus tard, on ne saura jamais. Nima Romani, je tiens vraiment à vous remercier pour votre temps et votre éclairage sur cette affaire. Avant de vous laisser partir, y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter? Je crois qu'on a tout dit. Merci pour l'invitation. Selon les dossiers en ligne, Calise Crowder reste sous la garde du shérif du comté de Los Angeles pour purger sa peine. C'est la fin de cet épisode. Regardez d'autres épisodes sur la chaîne YouTube de The Law and Crime. Je suis Elizabeth Milner, vous étiez dans Inside the Crime.